Chers collègues, bienvenue pour ce nouveau modèle du CCAFU Online dédié à la vessie. Je suis ravi de vous retrouver en compagnie du professeur Eva Compera de l'hôpital Tenon à ma gauche et du docteur Yann Neusier de l'hôpital Foch à ma droite. Nous allons aujourd'hui aborder dans cette nouvelle mouture du CCAFU Online 3 thèmes très importants et bien distincts les uns des autres. Dans la première partie, j'ai demandé à Yann Neusier de traiter des cas du quotidien, c'est-à-dire des complications de la résection endoscopique de la vessie. Ce sont des situations qui ne sont pas décrites dans les recommandations, mais que bien des cliniciens ont à affronter dans leur pratique quotidienne. Alors, est-ce qu'il y a des trucs et astuces et des solutions pratiques et pragmatiques qui nous permettent de les surmonter? On verra avec Yann l'importance de ces situations. Dans une deuxième partie, Eva Compera va nous décrire l'impact des variances histologiques, car si le niveau global des urologues monte, il est évident que celui des anatomopathologistes est de plus en plus exigeant également, tant dans la description des lésions que dans les conséquences de leur découverte sur l'histoire naturelle de la maladie, et nous reviendrons sur ces détails avec Eva. Et dans une troisième partie, je vous présenterai les perspectives de recherche du CCAFU Vessie qui se lance dans une démarche extrêmement élaborée et ambitieuse en partenariat avec le GETUG pour un essai combinant l'immunothérapie et les traitements locaux de BCG dans les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle. Sans tarder, je passe la parole à Yann Neusier sur le premier sujet. Yann, nous t'écoutons et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Morgane pour cette invitation à traiter effectivement de ce qui est notre quotidien, plus banal finalement que la résection endoscopique de vessie. Et c'est pourtant une intervention qui est loin d'être facile, en ce sens où les exigences attendues du chirurgien sont à la fois de faire une résection exhaustive de l'ensemble des tumeurs visibles, d'être suffisamment profond pour réséquer le muscle afin que l'anatomopathologiste puisse l'analyser, le tout dans un contexte clinique qui est souvent celui d'un patient âgé, avec donc ses antécédents, sa fragilité de l'appareil urinaire et notamment chez les hommes, une hypertrophie bénigne de prostate qui est assez fréquente. Tout ça augmente le risque déjà lié à la technique de complications de la chirurgie de la résection endoscopique et ces 3 principaux risques sont ceux que l'on expose systématiquement à nos patients, la perforation de la vessie, l'hémorragie et la rétention aiguë d'urine post-opératoire. Alors, quelle en est la fréquence exactement? Eh bien, pour ce qui est de la plus crainte, la perforation, sa fréquence est rapportée entre 1 et 16%. Elle monte à plus de 58% lorsque l'on va la rechercher spécifiquement en réalisant une cystographie rétrograde, par exemple, où on se rend compte qu'en fait la suffusion de liquide est beaucoup plus importante que l'on ne le croit simplement visuellement. Il y a des facteurs de risque bien identifiés de perforation, les antécédents de résection, le volume de tumeurs à réséquer, dont on peut tout de suite expliquer au patient qu'il augmente son risque d'avoir une perforation. L'âge du patient, le sexe masculin du fait de la diminution de la mobilité du résecteur avec le volume prostatique, et puis l'augmentation de l'IMC qui par ailleurs va aussi restreindre la mobilité du résecteur, augmente le risque de perforation vésicale. Point important, les tumeurs de la face latérale. Elles sont situées à proximité du nerf obturateur qui va être stimulé par le courant électrique et de fait va pouvoir provoquer l'abduction de la cuisse contre le résecteur et ainsi la perforation par contraction du muscle contre la paroi vésicale. Est-ce que le mode de courant utilisé modifie ce risque de perforation? Eh bien, cette méta-analyse que vous pouvez voir en forme de diagramme avec entouré en rouge celui du risque de contraction du nerf obturateur, vous voyez, ne change pas. Donc, quand on utilise de la mono ou du bipolaire, on ne modifie pas ce risque de perforation. C'est vraiment un problème de maîtrise technique de son geste. Deuxième complication fréquente, l'hématurie. Sa définition est plus difficile à caractériser parce que ça dépend de si on parle de soins spécifiques pour traiter l'hématurie ou de transfusion. Vous voyez qu'en moyenne, après résection endoscopique de vessie, un patient perd un peu moins de 0,6 g d'hémoglobine par décilitre et que le taux de transfusion est estimé entre 1 et 5%. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un facteur de risque clair, bien connu, c'est la double anti-agrégation plaquettaire et qu'on ne résèque pas un patient sous clopidogrel. Le mode de coagulation, là encore, ne modifie pas le risque hématurique puisque vous voyez que ce soit au bipolaire ou au monopolaire, le risque est similaire. Pour la rétention aiguë d'urine, là, les choses sont assez bien caractérisées en ce sens où ce sont bien sûr les hommes qui vont être à risque et ce sont plus qu'ils sont atteints d'une hypertrophie bénigne de prostate. Donc, il est évident que le patient déjà dysurique sera informé du risque important de rétention post-opératoire qui va donc de 3 à 13% dans la littérature. Cette rétention post-opératoire peut se compliquer elle-même d'une perforation secondaire. Si vous avez une vessie fragilisée
par la première résection, qu'elle se distend sur la rétention, elle peut se déchirer secondairement, et donc on identifie finalement les complications selon cette hiérarchie, cette chronologie, avec la perforation en péropératoire, l'hématurie en post-opératoire et potentiellement la rétention post-opératoire compliquée elle-même de perforation secondaire. Y a-t-il moyen de prévenir ces complications? Oui, pour la perforation. Très clairement, le remplissage vésical doit répondre à un objectif de entre 1,5 et 3/4 de remplissage de la vessie. Au-delà, la vessie est très distendue, sa paroi s'affine, le nerf obturateur se trouve rapproché de la paroi et on augmente le risque de perforation. En deçà, la vessie pas suffisamment remplie, les replis muqueux font qu'on contrôle mal la profondeur de son geste et que finalement on est plus à risque d'avoir une surprise une fois la vessie remplie, d'avoir été beaucoup plus profond que ne le pensait. Autre chose qui peut être fait, rarement par l'urologue parce que le geste nécessite un apprentissage, mais plus par nos collègues anesthésistes, c'est l'anesthésie du nerf obturateur. Le bloc obturateur est une technique relativement simple, qui nécessite un apprentissage, mais qui n'est pas très long, et dont la morbidité est relativement réduite. Vous avez cette méta-analyse, enfin, ce rapport de 500 blocs obturateurs rapporté dans une revue spécialisée d'anesthésie où on voit vraiment deux techniques passant soit par le pli inguinal, soit au-dessus du pubis et qui donc permettent d'immobiliser le nerf obturateur et donc de bloquer cette contraction de l'abduction de la cuisse dans plus de 90% des cas. D'autres moyens de prévention bien connus, l'irrigation vis-à-vis du risque d'hématurie, qui de plus diminue également le risque d'ensemencement post-opératoire par les cellules cancéreuses, les alpha-bloquants pour le risque de rétention post-opératoire. Maintenant, malgré ces précautions, la complication peut survenir, auquel cas il faut pouvoir bien sûr la traiter. Et pour ce qui va être de la perforation, deux possibilités. Soit la perforation est sous-péritonéale, auquel cas un drainage vésical maintenu d'au moins 3 jours va permettre d'obtenir une cicatrisation vésicale sans avoir à intervenir chirurgicalement. Il est évident que les facteurs de risque de retard de cicatrisation vont jouer contre nous et que dans ces cas-là, il sera de bon ton de contrôler la cicatrisation par une cystographie avant de retirer la sonde. Lorsque la perforation est intrapéritonéale, là, les choses sont différentes. L'écoulement d'urine dans la vessie provoque un uropéritoine extrêmement douloureux et l'impératif d'opérer le patient pour fermer la brèche vésicale s'impose. On voit d'abord électivement la laparotomie, mais elle peut être faite par célioscopie et le risque de la perforation que l'on redoute, c'est celui d'ensemencement de cellules cancéreuses dans le péritoine. Il s'avère que dans les cas rapportés et publiés, le risque n'est pas augmenté. La seule augmentation significative observée est celle du risque d'augmentation de stade, mais uniquement de TA à T1 des tumeurs lorsqu'elles récidiveront, mais pas de nécessité en tout cas d'envisager un traitement oncologique spécifique chez ces patients du fait de la perforation. Simplement, bien sûr, maintenir une surveillance telle que l'on l'aurait fait pour ces patients atteints de tumeurs de vessie. Concernant l'hématurie, toujours l'irrigation, on le disait, le décaillotage en première intention si le patient saigne. Si le décaillotage ne parvient pas à rapidement contrôler la situation, autant retourner rapidement au bloc car on sait le taux d'échec des décaillotages successifs et en cas de persistance de l'hématurie malgré la reprise endoscopique, alors il faut pouvoir penser et avoir un radiologue interventionnel capable de faire une embolisation des artères qui vascularisent la vessie. Vous voyez que ça permet dans 97% des cas d'effacer la fuite sur la radio. Néanmoins, dans 83% des cas seulement, l'hématurie s'arrête et globalement, un tiers de complications et un tiers de patients qui vont ressaigner ultérieurement. Donc ce n'est pas la panacée et c'est en aucun cas un traitement de premier recours, mais en revanche, dans les cas ultimes où malgré une reprise endoscopique, on ne parvient pas à contrôler l'hématurie, il faut avoir en mémoire cette solution. D'autres complications plus rares, mais qu'il faut savoir envisager, c'est celles qui tournent autour de la résection du méa ou des tumeurs dont on ne sait pas exactement si elles sont situées dans la partie intramurale de l'urtère et peut-être plus au-delà ou uniquement dans la vessie. Et donc se pose la question de réaliser une urétéroscopie en même temps que la résection endoscopique de vessie. Là, il est clairement plus intelligent de commencer par l'urétéroscopie, bien sûr dans la mesure du possible, de manière à limiter le risque de désinsertion urétérale si vous avez auparavant réséqué la tumeur sur le méa. Si vous avez une tumeur sur le méa et que vous n'avez pas par ailleurs besoin de faire une urétéroscopie, mais que vous vous inquiétez du fait de devoir mettre une sonde double J, deux situations sont clairement à distinguer. Celle de la tumeur où la présomption de tumeur infiltrant le muscle est élevée. Et donc, va se poser la question de mettre une sonde double J uniquement pour faciliter une chimiothérapie d'induction, c'est-à-dire à visée de réduction du volume tumoral
avant une chirurgie si le patient y répond. La mise en place d'une sonde double J augmente dans ces cas-là le risque de récidive sur la voie excrétrice supérieure. Ça a été très bien montré récemment par une publication de Kiss dans le Journal of Urology. Dans le cas où le patient n'a pas une tumeur infiltrant le muscle évidente, dans ce cas-là, mieux vaut éviter la JJ. Le seul intérêt de la JJ est de pouvoir prévenir la sténose du méa si il y a une surveillance à faire régulièrement dans l'urtère, sachant que lorsque l'on a une tumeur intramurale, pas une tumeur à proximité du méa, mais une tumeur intramurale de l'urtère, il y a un risque significativement élevé, mais intrinsèque au patient, d'avoir des récidives ultérieures sur son urtère et donc de surveiller régulièrement son urtère en même temps que sa vessie. De fait, si à cause de la résection, on est confronté à une sténose du méa, on va avoir plus de mal à surveiller sa voie excrétrice et ne pas la surveiller correctement induit un risque d'évolution à bas bruit d'une tumeur de la voie excrétrice supérieure. Il y a donc des techniques rapportées, notamment celle de la spatulation du méa urétéral, relativement simple à faire, qui consiste à mettre une sonde urétérale ou la sonde double J en place dans l'urtère, et ensuite avec l'anse en T, à inciser le toit du méa urétéral de manière à en ouvrir la lumière suffisamment, sans aller bien sûr jusqu'à la graisse périvésicale. La coagulation des pourtours du méa se fera très prudemment à distance, à la boule de préférence, de manière à ne pas avoir une coagulation très profonde et focale comme avec l'anse. Et vous voyez sur cette image à la droite de la diapositive que globalement on obtient, en tout cas c'est le rapport des auteurs de cette série, de bons résultats, sans risque augmenté de reflux vésico-rénal, mais avec une diminution très significative, on passe de presque de 8% à moins de 1% du risque de sténose du méa urétéral. Les autres complications sont celles qui sont liées au terrain et médicales, et là la seule chose que nous puissions faire en tant que chirurgien pour les diminuer, c'est opérer le plus vite possible, sans bien sûr diminuer la qualité de notre geste, mais ce qui veut dire que, comme pour tout geste chirurgical, un niveau d'expertise est requis pour pouvoir faire une résection endoscopique de bonne qualité chez un patient fragile, et que donc il faut savoir senioriser cet acte de la même façon que l'on seniorise les interventions difficiles en urologie d'une façon générale. En conclusion, pour la prise en charge et la gestion au quotidien des complications de la résection endoscopique de vessie, il faut donc retenir la fréquence significative des complications, dont bien sûr on informe les patients avant l'intervention, hématurie, perforation, rétention aiguë d'urine, la prévention possible de la perforation par la qualité du remplissage vésical, par l'anesthésie du bloc obturateur, et dans le cas particulier où on résèque le méa urétéral, la prévention possible des sténoses par la spatulation, la modération quant à l'utilisation de la sonde double J, et enfin l'embolisation en cas d'hématurie, qui peut être un outil utile en cas de perte de contrôle de la situation du fait de l'hématurie importante. Très bien Yann, on va rester sur cette diapositive pour quelques commentaires de ma part et puis une ou deux questions. La première d'entre elles, c'est évidemment, alors bien que ce ne soit pas évident dans la littérature, c'est peut-être une discussion que je qualifierais d'un peu subjective, mais quid du second look, dont on sait finalement qu'il est recommandé dans les tumeurs T1, tumeurs de haut grade, qu'il demeure fréquent dans les recommandations, quelle que soit l'utilisation de la luminofluorescence ou pas. Est-ce que ce n'est pas finalement un facteur de perforation, là encore, et de risque? Et est-ce qu'on ne se doit pas d'être prudent? Alors, il y a des indications de second look qui sont je n'ai pas eu de muscle dans la première résection et je souhaite impérativement en avoir dans la première. Mais il y a aussi des indications où la résection a pu être qualifiée d'exhaustive et on va quand même y retourner. Par précaution, tel que le veut les recommandations. Est-ce que là, on n'est quand même pas plus à risque de perforation? Alors, la perforation ne survient pas plus fréquemment chez ceux qui l'ont rapporté, qui ont rapporté des séries de second look, à cause du fait que l'on fasse une résection complémentaire sur une zone déjà réséquée. Il est clair qu'il y a un délai, ceci dit, à respecter entre la résection initiale et celle de second look, au minimum 2 semaines. Dans les recommandations du comité de cancérologie de l'AFU, nous sommes basés sur 4 à 6 semaines, justement en raison du risque de morbidité précoce en cas de résection immédiate. Mais sur ces conditions, il n'y a pas de risque particulier. Il est évident là aussi que c'est une résection qui se voudra très prudente et qu'elle ne sera sûrement pas confiée à un jeune opérateur inexpérimenté. Mais néanmoins, on ne doit pas, au nom du risque de complications plus important, renoncer à un second look qui peut être très important
sur le plan carcinologique. Alors l'autre point que tu as évoqué qui est assez important, c'est celui de la potentialité de la rétention aiguë d'urine chez les patients dont on sait qu'ils ont un syndrome obstructif, mais on va, outre le suivi de l'HBP, découvrir une tumeur concomitante de la vessie. Certains diraient, bien, je profite de mon geste endoscopique pour faire une résection concomitante. Je crois que ces sujets ont déjà été traités lors des congrès de l'AFU, etc. Et on peut redire ici que ce n'est pas absolument une bonne idée en cas de tumeur de la vessie. Évidemment, l'existence d'une HBP obstructive va poser des problèmes pour les instillations derrière, pour la rétention, etc. Mais à partir du moment où on est confronté à une lésion multifocale sur laquelle on a une cytologie positive, bref, qui est probablement d'une catégorie à risque supérieur, il vaut éviter, autant que faire se peut, de faire la double résection, non? Tout à fait. Je crois qu'il y a deux situations à clairement distinguer. Celle de la résection endoscopique de prostate, au cours de laquelle, lors de la cystoscopie, on découvre une petite tumeur de façon purement accidentelle. Dans ces cas-là, on commence par la résection de cette tumeur. Ensuite, on peut réaliser sans danger, d'après les rapports dans la littérature, la résection endoscopique de prostate, puisque le risque de greffe tumorale reste extrêmement réduit. Si, comme tu l'évoques, on est dans la situation inverse de je résèque une tumeur de vessie multifocale à haut risque de récidive et donc de dissémination sur le lit de la résection de la prostate, il est évident qu'il n'a pas d'intérêt, sauf impératif absolu, c'est-à-dire le patient chez lequel on ne pourra pas se débarrasser de la sonde, mais dans ces cas-là, on tentera de le différer la résection de prostate au moment où, la main forcée par la rétention, on devra la réaliser. Et puis je crois que ton exposé doit rappeler aux collègues de l'AFUV qui vont visualiser ces vidéos et à certains d'entre nous qui sont encore en formation sur certains gestes qu'il y a une courbe d'apprentissage pour la chirurgie endoscopique comme pour la chirurgie robotique, laparoscopique ou incisionnelle. Cette courbe d'apprentissage, finalement, c'est nos gestes du quotidien et qu'on a tout intérêt, parce que tu nous as montré un certain nombre d'articles, mais finalement les papiers ne sont pas tous très très récents. Et on a intérêt à avoir nos propres registres de complications et bien distinguer la phase post-opératoire sur laquelle on peut appliquer le clavier Indindo, et puis la phase intraopératoire. Alors il n'y avait pas d'échelle de stratification des risques intraopératoires codifiée. L'EAU vient d'en promouvoir une très récemment au Congrès européen qui s'est déroulé cette année à Copenhague. Je crois qu'on aurait intérêt et du mérite à s'intéresser pour reporter ces complications de façon standardisée et que quand les patients viennent dans nos institutions respectives, connaissent nos complications respectives, parce que très souvent, ils ont les complications du centre de New York, de l'étude multicentrique européenne, mais c'est bien d'avoir une idée pour nos réunions de morbimortalité aussi, et pour nourrir la discussion et savoir comment les surmonter autant que possible. Merci pour cette première partie qu'on va clore désormais, et puis passer à une autre phase de la discussion. Donc je passe la parole au professeur Eva Compera, que j'ai invité aujourd'hui pour nous parler d'un sujet très important, celui des variants histologiques. Eva, nous t'écoutons et puis nous te ferons quelques commentaires après. Je vais parler des variantes histologiques et c'est quelque chose qui est vraiment très à la mode, on va dire, en ce moment, aussi bien en apathie mais aussi en urologie. Et effectivement, ça joue un rôle très important dans la prise en charge d'un patient avec un cancer urothélial. Effectivement, la prise en charge optimale, il y a de multiples facteurs et l'anapathie joue bien entendu aussi un rôle assez important là-dedans. De plus en plus, en tout ce qui concerne la médecine personnalisée, effectivement, on se rend compte qu'il y a des données pathologiques, mais aussi des données moléculaires qui se chevauchent. Et donc, effectivement, il y a des questions très intéressantes qui se posent. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'histologie initiale? Est-ce qu'on peut, et comment on peut intégrer des datas moléculaires dans toutes les compte rendu anapathie et dans la prise en charge du malade. Et donc, effectivement, le sous-type histologique joue un rôle très important. Il faut savoir qu'effectivement, on est toujours accusé de notre variabilité inter- et intra-observateur, mais de l'autre côté, il y a aussi une hétérogénéité tumorale dans le cancer urothélial qu'on connaît très bien et qu'il faut aussi prendre en compte. Donc ça, c'est juste pour vous montrer à droite la classification OMS 2016 avec toutes les variantes histologiques qui existent. Donc vous voyez qu'il y a de nombreuses sous-types, variantes. Et on a essayé dans un consortium international qui s'appelle le ICCR de standardiser les comptes rendus anapathie. Donc allez-y sur cette page web où vous allez trouver tous les comptes rendus standardisés pour l'urologie. Et effectivement, on a dit qu'il faut inclure le sous-type histologique dans le compte rendu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. De nombreuses études ont été faites, bien sûr, sur ces variantes. Donc, une petite étude française de notre centre qui a pu montrer
qu'effectivement, si on prend les résections initiales et on compare avec la cystectomie derrière, 62% avaient une seule variante histologique. C'était des malades qui avaient à la résection déjà une variante histologique. Et effectivement, quand même, plus d'un tiers avaient plus d'une variante histologique. Donc ça, c'est un premier problème parce que toutes les variantes histologiques sont probablement pas les mêmes. La deuxième chose, c'est le carcinome épidermoïde était le plus fréquent et ça sort quand même dans la plupart des études sur les variantes histologiques. Le carcinome micropapillaire était assez fréquent aussi. On sait très bien que c'est une variante assez agressive a priori. Mais par contre, dans presque 20%, on avait des différences histologiques entre la résection et la cystectomie. On peut se poser la question, est-ce qu'une résection est suffisante? Est-ce que c'est lié à la variabilité interobservateur ou est-ce que c'est plutôt lié à l'hétérogénéité tumorale? Une autre étude avec plus de patients pouvait montrer à peu près la même chose. Une fois de plus, le carcinome épidermoïde, c'était la tumeur la plus fréquente, suivie par le carcinome micropapillaire. Et la sensibilité pour prédire la variante histologique sur la cystectomie derrière après une résection, c'était 40%, pas tout à fait 40%. Donc effectivement, est-ce qu'on a une sensibilité qui est basse? Et on se repose bien sûr la question de la tumeur hétérogène. Alors, il y a un papier écrit par des pathologistes qui pouvait montrer qu'effectivement, il y a certaines variantes qui sont probablement sous-estimées et sous-rapportées. Le carcinome épidermoïde, bon, certes c'est fréquent, mais ce n'est pas toujours si facile à reconnaître. Les carcinomes plasmocytoïdes, ça peut être extrêmement difficile, surtout s'il y a juste un petit contingent, les nested, qui pose vraiment un problème d'infiltration, ou est-ce que c'est toujours versant bénin avec des hyperplasies de l'eau de fond brune. Donc effectivement, on peut comprendre pourquoi il y a une sous-estimation. Le carcinome micropapillaire, tout le monde ne le voit pas de la même façon, et les carcinomes à petites cellules. Donc juste pour vous montrer un peu la problématique de la variabilité inter-observateur, là c'était une étude américaine avec 30 tumeurs de type carcinome micropapillaire. Et vous voyez, tant que c'est des tumeurs qui sont très classiques, les premiers 10 tumeurs en bas, tout le monde était plus ou moins d'accord pour dire oui, c'est bien entendu un carcinome micropapillaire. Mais dès que ça devient un peu plus atypique, comme vous pouvez voir sur les deux photos à gauche, effectivement, la concordance tombe. Et effectivement, ils avaient un kappa de 0,54%, ce qui n'est pas très élevé. Et ça, c'est juste pour vous illustrer qu'à gauche de la photo, vous avez un carcinome épidermoïde, à droite, vous avez un carcinome à large nid. Et effectivement, ce n'est pas du tout la même chose. L'un, c'est vraiment une différenciation épidermoïde, tandis que l'autre, c'est un carcinome urothélial plutôt classique. Mais vous voyez que la distinction n'est pas toujours si facile que ça. Survie, traitement, cuite de la survie, effectivement, un des gros problèmes est qu'on a très peu d'études de bonne qualité, vraiment avec une revue centrale de pathologistes. Souvent, on a des mélanges entre la résection, la cystectomie, on a des mélanges aussi des malades qui ont été traités, qui ont eu de multiples thérapies, les stades, les PN, donc des ganglions envahis sont mélangés, parfois c'est des malades métastatiques. On a en plus beaucoup de données sur tout ce qui est tumeurs infiltrant le muscle, mais on a très peu de données sur les tumeurs qui n'infiltrent pas le muscle, et pourtant c'est ça les tumeurs les plus fréquentes. Donc effectivement, pour avoir vraiment des études bien suivies, c'est pas évident. Mais néanmoins, il en existe quelques-uns. Donc là, il y a une étude qui vient de Vienne. Effectivement, il y avait pas mal de patients avec des variantes. Une fois de plus, bien sûr, le carcinome épidermoïde, c'est le plus fréquent. Et si on comparait le carcinome micropapillaire et le carcinome plasmocytoïde, vous voyez que c'était les malades qui avaient vraiment une survie beaucoup moins bonne par rapport à ceux qui avaient des carcinomes épidermoïdes ou des carcinomes sarcomatoïdes. Une autre étude qu'on pouvait montrer également qu'effectivement, c'était des malades qui avaient des cystectomies, qui n'avaient pas eu de chimiothérapie néoadjuvante. Et une fois de plus, bien sûr, le carcinome épidermoïde, c'est vraiment fréquent. Environ une vingtaine de pourcents, comme d'habitude, des malades qui ont une variante histologique. Et effectivement, ce qui est aussi important, c'est de dire est-ce que l'extension d'une variante histologique joue un rôle dans la survie? Et a priori, à partir de 60-70% de variantes, effectivement, ça joue un rôle. Apparemment, c'est plus les femmes qui ont des variantes histologiques que les hommes, mais ce qui était assez intéressant aussi, c'est que dans les variantes histologiques, on a beaucoup moins de carcinomes in situ que dans la forme classique du carcinome urothélial. Et effectivement, ils avaient plus de recurrence des malades qui avaient des variantes. Alors ça, c'est juste pour montrer que si vous avez un carcinome urothélial classique, ou sarcomatoïde ou épidermoïde, vous avez une survie qui est meilleure et moins de rechute que si vous avez les variantes histologiques diverses et variées, notamment le carcinome micropapillaire ou le carcinome plasmocytoïde.
Bon, effectivement, il y a toujours des discussions parce que le carcinome épidémoïde, c'est quand même quelque chose qui est important. Dans la classification OMS, on peut appeler un carcinome épidémoïde quelque chose qui a plus de 95% de contingent épidermoïde. Sinon, c'est un carcinome urothélial avec une inflexion épidermoïde. Et donc, effectivement, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il faut traiter les malades de la même manière? Donc, il y a une étude qui pouvait montrer qu'effectivement, il y avait 78 carcinomes épidermoïdes, donc des cartes pures, et les autres étaient avec inflexion. A priori, il n'y avait pas de différence dans la survie. Cancer Specific Survival, pas de différence. Par contre, ce qui était très important, c'est après la cystectomie de dire si le malade avait des limites chirurgicales positives ou pas. Et apparemment, ça, c'était très important dans les carcinomes épidermoïdes. De l'autre côté, si vous aviez un carcinome épidermoïde avec inflexion et vous aviez des ganglions positifs, effectivement, ces malades-là s'en sortaient moins bien. Pour les carcinomes micropapillaires, il y a énormément de littérature et ça fait quand même 10 ans qu'on en parle. Il y a pas mal de papiers qui peuvent montrer qu'effectivement, si vous avez un certain amont de carcinome micropapillaire, votre survie est moins bonne que si vous n'avez pas cette variante. Les cut-offs sont différents, ça va de 5% à 30%, mais néanmoins, si vous avez un carcinome micropapillaire, a priori, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le malade. Et il y a Ashish Kamath qui a posé la question, qu'est-ce qu'on fait des tumeurs T1, N0, M0 s'ils sont micropapillaires? Bon, effectivement, il a traité des malades avec la PCG-thérapie et d'autres avec une cystectomie immédiate. Effectivement, il a pu montrer que si vous donnez la PCG-thérapie, le risque, il y a un risque de récurrence de 75%, il y a un risque de progression, il y a un risque que ces malades vont développer des ganglions métastatiques. Tandis que si vous faites tout de suite une cystectomie, a priori, ces malades s'en sortent très bien. Donc probablement, la PCG-thérapie reste tout à fait discutable si vous avez dans une tumeur T1 un contingent micropapillaire. Les carcinomes plasmocytoïdes sont heureusement assez rares, sont des tumeurs extrêmement agressives. Il y a très peu d'études parce que c'est des tumeurs exceptionnelles. C'est plus fréquemment les hommes qui sont touchés par cette maladie. Et effectivement, c'est des carcinomes urothéliaux de haut grade. Et peu importe le traitement que vous administrez à ces malades-là, leur survie est extrêmement contrainte et courte et en général en dessous de 2 ans. Alors, il y a eu un papier dans European Neurology récemment qui disait que même si vous avez des variantes, il ne faut pas exclure ces malades d'un traitement de type trimodal therapy. Effectivement, il pouvait montrer que des malades qui avaient des carcinomes épidermoïdes ou glandulaires, et il y avait d'autres variantes, et si on administrait à ces malades une thérapie trimodale, effectivement, la réponse était aussi bien à 5 ans qu'à 10 ans, plus ou moins la même, peu importe le sous-type histologique. Donc, a priori, il ne faut probablement pas prendre en compte les variantes pour les traitements multimodales. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant ces derniers 5 ans et on a fait énormément de progrès dans tout ce qui est biologie moléculaire et compréhension des carcinomes urothéliales. Effectivement, il y a actuellement plusieurs sous-types, sous-classifications moléculaires qui sont admises. Donc, il y a 4 grandes classifications qui sont décrites. Les 4 classifications sont plus ou moins d'accord pour dire qu'il y a un sous-groupe basal et un sous-groupe luminal. Ça, c'était la classification de Lund, la première classification apparue et publiée en 2012, où il pouvait montrer effectivement qu'il y avait 5 sous-groupes qui sont plus ou moins toujours d'actualité, sauf qu'actuellement, on a de plus en plus de sous-groupes dans les sous-groupes. Et ça complique énormément les choses, et a priori, les choses ne sont pas si simples que ça. Et cette étude-là montrait ou proclamait que effectivement les sous-types moléculaires étaient totalement indépendants de l'anapathe. Quand on regardait un peu plus près, on pouvait quand même voir que tous les urobasales A quasiment étaient des tumeurs PTA ou PT1 de bas grade. Et donc, a priori, ce n'est pas si indépendant de l'anapathe et de plus en plus de chercheurs moléculaires sont d'accord pour dire qu'il y a quand même des chevauchements entre la pathologie, bien sûr, et la biologie moléculaire. Le groupe autour de David McConkie à Baltimore a après pu définir le basal luminal et P53-like en disant que les P53-like probablement sont extrêmement peu sensibles à la chimiothérapie et développent beaucoup plus de métastases osseuses. Donc ça, effectivement, c'est bien savoir parce que probablement, ce n'est pas très utile de traiter ces malades-là. Et un autre papier de Roland Seiler pouvait montrer qu'effectivement, si vous avez une tumeur basale ou Claudine Low qui sont assez proches de tumeurs basales, ils vont réagir très très bien, ils vont avoir un bénéfice assez important de la chimiothérapie néoadjuvante. Par contre, ils ont une moins bonne survie. Et les tumeurs de type luminal, peu importe si vous les traitez avec une thérapie néoadjuvante ou pas, ont a priori une survie qui est meilleure.
Donc effectivement, actuellement, on a beaucoup de données sur des tumeurs infiltrant le muscle, les PT2 jusqu'à PT4. On a malheureusement très peu de données moléculaires sur les tumeurs non infiltrant le muscle et a priori il y a 3 sous-groupes, mais on ne sait pas très bien encore comment les distribuer. Et ce qui pose un vrai problème, à mon avis, c'est les tumeurs PT1 qui sont des tumeurs qui sont extrêmement hétérogènes, qui probablement sont extrêmement riches en génomically unstable et qui sont a priori probablement des très bonnes cibles pour tout ce qui est checkpoint inhibitors, mais on ne sait pas encore très bien comment attribuer ces traitements dans ce sous-type. Et donc, on est bien sûr toujours demandé de faire des marqueurs en anapath, de prédire probablement le but d'une thérapie, dire bon ça c'est une tumeur basale, c'est une tumeur luminale et effectivement ça sert à quelque chose de faire une thérapie néoadjuvante. Mais malheureusement, comme ça a été décrit dans la littérature avec 2 marqueurs, ça c'est impossible actuellement et on n'est pas capable avec 2 ou 3 marqueurs de prédire exactement le sous-type. Pour des choses simples peut-être, mais pas pour des zones un peu intermédiaires où ça devient plus compliqué. Merci Eva pour cet exposé très clair. Je crois que si dans vos centres respectifs, vos anatomopathologistes ne vous décrivent jamais ou ne vous rapportent jamais l'existence de ces variants, alors il faut les questionner parce qu'on a vu qu'il y en avait une grande hétérogénéité, que la fréquence était évidemment variable. Ça dépend du matériel qu'on ramène à l'anatomopathologiste. Et comme l'a évoqué Yann tout à l'heure, il y a des petits amas tumoraux qui font que parfois on est limité sur l'exploration et on découvre des choses sur la pièce opératoire de cystectomie qui est complètement différent que ce qu'on a rapporté à la résection. Mais enfin, ce serait intéressant que chacun dans vos centres rétrospectivement, vous alliez voir sur 1 ou 2 ans la fréquence de ces variants, car il n'y a aucune raison de penser que dans vos régions respectives, il y a une différence telle avec les centres dont vous a parlé Eva. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est qu'on a été attentif lors de la rédaction des recommandations, comme on le fera pour la nouvelle mouture, avec Eva, avec Yann et les autres membres du sous-comité, à faire figurer ces variants. D'une part, dans la catégorie de ce qu'on appelle les tumeurs borderline, c'est-à-dire à très haut risque. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut stratifier en réunion de concertation pluridisciplinaire les maladies qu'on diagnostique lorsqu'elles n'infiltrent pas le muscle, mais ce sont quand même ceux qui sont susceptibles d'être réfractaires au BCG assez rapidement. Alors ça dépend de leur forte souche, ça dépend du type de variant. On sait qu'il y a une évolution péjorative et ça peut donc être un argument supplémentaire extrêmement puissant pour aller vers la cystectomie plus rapidement. Donc ça, c'est très intéressant. Pour ce qui est de l'immunothérapie, Eva l'a dit, on est en cours d'exploration et on attend beaucoup des études ancillaires actuelles. Mais le problème, c'est que les études ancillaires actuelles sont faites plutôt dans le design du métastatique. Or, Eva l'a souligné, c'est plutôt les tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle qui nous intéressent. Alors, l'essai Alban, de quoi s'agit-il ? On va vous exposer ici rapidement ce projet extrêmement ambitieux qui est une initiative du comité de cancérologie de l'AFU qui a été proposée à tout notre réseau de cliniciens et aussi évidemment au GETUG, car dans cette affaire nous serons associés aux oncologues, mais il faut bien comprendre que l'initiative est poussée par les urologues. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le champ des tumeurs urothéliales, de nouvelles drogues sont en train d'apparaître, et pas exclusivement dans le champ des tumeurs urothéliales. Ces drogues trouvent aussi des déclinaisons dans le cancer du rein, par exemple, ou d'autres cancers qui ne sont pas de la sphère onco-urologique. Mais s'agissant des tumeurs urothéliales, il s'agit volontiers des tumeurs métastatiques, champ dans lequel un certain nombre de molécules concurrentes voient le jour. Elles sont listées ici, vous voyez l'atezolizumab, le nivolumab, le pembrolizumab, le durvalumab et l'avelumab. Elles sont évidemment déployées et promulguées par des laboratoires concurrents. Mais ce dont on peut se réjouir, c'est qu'on risque de disposer sous peu de nouvelles molécules, alors que depuis 30 ou 40 ans, on disposait d'un traitement unique et d'une combinaison de chimiothérapie à base de sel de platine dans les cancers urothéliaux. Or, on a vu que les histoires naturelles des uns et des autres étaient parfois un peu différentes, et donc il est illusoire, voire utopique, de croire que tous les patients répondront à une même modalité de traitement. On ne dit pas que les immunothérapies seront la solution pour tous, mais il semble qu'une proportion des malades, de 20 à 30%, soit susceptible de répondre à ces immunothérapies. Cela étant, beaucoup de choses restent à régler sur les tests compagnons développés par rapport à ces immunothérapies qui ne sont pas tous les mêmes, et donc là encore une grande hétérogénéité liée à la compétition. En ce qui concerne la tezolizumab, un essai de phase 3
qui s'appelle l'essai Vigor, dont vous voyez le design ici à l'écran, avait été la poursuite d'un essai de phase 2 qui avait été jugé comme concluant. L'essai de phase 3 ne l'a pas été. Et donc, de ce point de vue-là, la tezolizumab est challengée dans les dernières lignes de l'histoire naturelle de l'évolution de la maladie et ne trouve pas actuellement sa place. Cette drogue, donc, a eu des résultats qu'on pourrait qualifier de décevants dans une phase extrêmement avancée de la maladie dont on sait qu'elle correspond à une phase palliative et aux dernières périodes de la vie des malades. L'avenir de la tezolizumab dans l'indication des tumeurs urothéliales se joue donc probablement désormais en France, puisque la France est enclin à proposer un essai entre la phase 2 et la phase 3, un essai potentiel d'enregistrement. D'où l'intérêt de recruter des centres extrêmement motivés quant à la qualité des données qui seront fournies, car celles-ci sont susceptibles d'être exploitées par la FDA. Alors, l'idée d'Alban, c'est quoi? C'est d'aller recruter des patients qui ont des tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle, de les réséquer, ce qui ne change en rien le protocole chirurgical spontané et naturel de tous les urologues pour leurs patients. Et une fois le compte-rendu anatomopathologique promulgué et qu'il y a les critères de stratification dans le groupe des hauts risques, des tumeurs de haut risque, eh bien les patients sont des candidats à l'inclusion dans le protocole Alban. L'idée est la suivante. À partir du moment où les patients appartiennent à ce groupe, ils sont randomisés entre deux bras. Un premier bras qui reçoit le traitement standard, on administre du BCG par voie intravésicale, et un autre bras dans lequel le patient aura le traitement standard combiné à une immunothérapie systémique, donc la tezolizumab. La durée prévue du protocole et de l'administration du traitement post-résection est sur 1 an. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de déviation par rapport à la vision du traitement proposé par les urologues. Et ce qui nous laisse à penser, c'est pour ça que l'idée a germé au sein du CCAFU, que le recrutement ne posera pas de soucis. Car les recrutements d'essais qui peuvent avoir posé des soucis sont des essais qui ont pu perturber la pratique chirurgicale quotidienne des uns et des autres. Ce ne sera pas le cas. L'enjeu est de taille, car l'idée est de dire peut-être que l'on peut traiter ces tumeurs de la vessie de haut risque en conservant le réservoir vésical, préservant la qualité de vie des malades et en ayant un impact majeur sur la survie. Donc l'idée, bien sûr, est de répondre à 3 objectifs et seul cet essai pourra nous permettre d'y répondre. Parce que la méthodologie est ainsi faite que nous allons ouvrir 30 centres, du privé, du public sur toute la France, et que nous allons exploiter ces données selon la timeline qui est montrée à l'écran, qui est les premiers recrutements idéalement, avec le dépôt du CPP, l'ICRF qui doit être designé, et les dernières étapes méthodologiques, j'allais dire, et le budget qui doit être quantifié. Les premières inclusions doivent débuter à la dernière période de l'année 2018, entre octobre et novembre. L'idée étant de clore les recrutements en 2 ans. Donc voilà l'ambition du CCAFU. Un certain nombre de centres se sont manifestés et seront évidemment sélectionnés. Et l'idée, c'est de faire briller aussi la recherche française à travers cet essai, car ceux qui investissent sur cet essai nous font confiance, à nous de ne pas les décevoir, et sachant qu'en parallèle, il y aura de nombreuses études ancillaires qui permettront probablement de répondre à certains des éléments qu'a exposé Eva dans son topo sur les micropapillaires ou sur la génomique. Et donc, on compte sur vous et on compte sur l'investissement du réseau et de la communauté des urologues français pour faire briller notre excellence clinique et sur la recherche fondamentale et sur la recherche clinique. Nous vous remercions pour votre attention. Je remercie Eva Compera de s'être associée à cette session du CCAFU Online, ainsi que le docteur Neuzier. Et tous les éléments vous seront résumés par le professeur Méjean dans les Take-Home Messages. À très bientôt pour une prochaine émission. Bonjour et bienvenue à ce nouveau module du CCAFU Online consacré aujourd'hui au cancer de la vessie. 3 sujets vous ont été proposés. La gestion des complications de la RT-UV, les variants histologiques et l'essai Alban. Concernant la gestion des complications de la RT-UV, il a d'abord été rappelé par Yann Neuzier les impératifs d'une bonne résection de qualité. Résection complète de toutes les tumeurs et résection emportant des trousseaux musculaires du détrusor.
Les 3 principales complications sont la perforation, l'hématurie et la rétention aiguë d'urine. La perforation de la vessie est plus fréquente en cas d'antécédent de RTUV chez les malades âgés à indice de masse corporelle élevé. Elle est également plus fréquente en cas de résection sur les faces latérales par stimulation électrique du nerf obturateur. Sa prévention peut se faire en limitant le remplissage vésical lors de la RTUV et dans l'hypothèse d'une résection des faces latérales en bloquant le nerf obturateur par une anesthésie locale. En cas de perforation sous-péritonéale, il convient de drainer la vessie au minimum 3 jours ou davantage en fonction du terrain, comme une hypertrophie bénigne de prostate, un antécédent d'irradiation, un patient dénutri, etc. Il convient également de faire une cystographie rétrograde avant l'ablation de la sonde. En cas de perforation intra-péritonéale, la suture vésicale est recommandée après un lavage péritonéal par la parotomie ou célioscopie. Le risque de dissémination des cellules tumorales n'a en revanche pas été clairement rapporté dans la littérature. La deuxième complication, l'hématurie, est quant à elle plus fréquente en cas de double anti-agrégation plaquettaire et peut s'accompagner d'une rétention aiguë d'urine par caillotage. Après décaillotage et une reprise endoscopique, une embolisation peut être nécessaire si l'hématurie persiste. Indépendamment de l'hématurie, une rétention aiguë d'urine peut également compliquer une RTUV. Les facteurs de risque sont l'HBP symptomatique ou une résection de la partie trigonale de la vessie. Attention au risque de perforation secondaire en cas de distension vésicale sur rétention. Il a également été traité dans ce CCAFU Online le cas particulier des tumeurs du méa urétéral. Est-ce une tumeur vésicale ou une tumeur de l'extrémité terminale de la voie excrétrice? Une urétéroscopie nous semble souhaitable, idéalement avant la RTUV. En cas de résection d'une tumeur a priori non infiltrante, sans signe d'obstruction donc, d'un méa urétéral, la prévention de la sténose méatique est justifiée pour assurer la surveillance endoscopique ultérieure de la voie urinaire par urétéroscopie, à risque élevé de TVES dans ce contexte. La mise en place d'une sonde JJ pour une courte durée et la spatulation méatique endoscopique peuvent être employées pour réduire le risque de sténose. En cas de résection d'une tumeur a priori infiltrante, le risque de mettre en place une sonde double J doit être considéré à cause du reflux et donc limité, surtout dans le cas d'une chimiothérapie d'induction qui s'impose afin de ne pas augmenter le risque d'ensemencement de la voie excrétrice supérieure, comme l'a montré récemment l'étude publiée dans Journal of Urology par Kiss. Eva Compera nous a décrit les sous-types histologiques très importants pour personnaliser les prises en charge. Ces sous-types connus sous le nom de VH ou variants histologiques devraient être inclus dans les comptes rendus histologiques. Les VH sont clairement insuffisamment recherchés actuellement. Pourtant, une classification internationale existe. On peut citer les sous-types épidermoïdes, plasmacytoïdes, nested, carcinome micropapillaire, carcinome à petites cellules, avec parfois le problème de discordance dans la lecture pathologique. L'intérêt majeur de ces sous-types serait de proposer à la carte des traitements, BCG ou non, chimiothérapie néoadjuvante ou directement cystectomie avec chimiothérapie adjuvante. Le sous-typage moléculaire, qui est totalement indépendant d'un apathe, est également de plus en plus étudié. Déjà, la classification en basal, luminal ou P53-like devrait se généraliser, sachant par exemple que les sous-types P53-like sont résistants à la chimiothérapie néoadjuvante par cisplatine, qui serait donc inutile. Il paraît indispensable que les uropathologistes puissent désormais étudier ces marqueurs sur nos copeaux de résection. Morgane Rouprey, enfin, a détaillé l'essai Alban, porté par le CCAFU et le GTUG. Il s'agit d'un essai de phase 2-3, prospectif, randomisé, chez les patients ayant une tumeur de vessie non infiltrant le muscle à haut risque, qui sera traitée par BCG pendant 1 an, associée ou non à l'atezolizumab, qui est une immunothérapie anti-PDL1 par voie veineuse. 2 ans d'inclusion, 5 ans de suivi, le critère principal étant la survie sans récidive. 30 centres français seront concernés. L'essai devrait commencer dans le dernier trimestre 2018. Voilà, merci pour ce nouveau module et merci de nous avoir suivis et écoutés. Merci à Yann Zillet, Eva Compera et Morgane Rouprey.
Merci également au laboratoire Janssen pour leur soutien institutionnel. Et merci aux services techniques pour cette nouvelle réalisation. Au revoir et à bientôt.